Bonjour Étienne Langley. Merci d'avoir accepté de participer à cette audition. Donc, tu es médecin hospitalier, membre du collectif Interhôpitaux. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir avoir cet échange avec toi. L'idée, c'est voilà, de permettre à toutes celles et ceux qui nous regardent d'avoir le regard collectif Interhôpitaux sur la situation de crise sanitaire et de crise hospitalière, je dirais même, qu'on traverse aujourd'hui et qui est terrible et qui est à la fois la conséquence de décennies de politiques de casse de l'hôpital public, qui montrent à quel point les politiques libérales, austéritaires, nous ont finalement rendus encore plus vulnérables vis-à-vis du virus. Alors déjà, quel est, selon toi, l'état des lieux de la situation des hôpitaux sur toute la France, mais aussi surtout sur Paris, en cette situation de très forte circulation du virus? Oui, merci de m'auditionner. On est toujours content d'avoir la parole. Alors, en introduction, je voudrais déjà dire que le collectif Interhôpitaux et en tout cas le mouvement de défense de l'hôpital public, il n'est pas né avec la crise sanitaire, hein. Nous, on va le début a été un grand mouvement de grève aux urgences qui a maintenant plus d'un an et demi, hein, quasiment 2 ans d'existence, hein, les urgences sont la porte de l'hôpital, c'est l'endroit où ça craque en premier. Et nous, on les a rejoints avec le collectif Interhôpitaux il y a un an. On va fêter les 1 an du mouvement. Et la crise sanitaire qu'on vit, elle n'a fait que révéler que ce qu'on disait était juste. Et c'est Hélas. terrible, mais on a surtout aujourd'hui où beaucoup de gens disent beaucoup de choses, tout ce qu'on a dit se sont révélés être exacts. Ouais. Euh, Et on se voilà. souvient, parce que nous, on avait participé à beaucoup de manifestations, de rassemblements. Moi, je me souviens plus d'une fois d'avoir essayé de relayer dans des passages médias cette urgence de la crise hospitalière. Et honnêtement, les réponses étaient totalement indigentes quand ce n'était pas tout simplement les lacrymos et la répression sur le terrain, quoi, hein. Voilà, du coup, c'est vrai que là, la crise met en lumière toutes les difficultés de l'hôpital de l'hôpital d'avant. Mais on peut se rappeler, par exemple, qu'il y a 1 an, il y a des nouveau-nés qui n'avaient pas de place en réanimation pédiatrique pour prendre en charge des bronchiolites et qui ont déjà fait l'objet de transferts dans des régions parce que des lits de réanimation pédiatrique, par manque de personnel, étaient fermés en Île-de-France. Donc c'est exactement ce qu'on vit là, n'est que l'illustration à grande échelle d'une crise qui est bien plus ancienne et qui était déjà profonde et qui avait déjà justifié qu'on se mobilise avant. Donc aujourd'hui, sur la question plus spécifique de l'état de l'hôpital, il est mauvais, hein, surtout on va dire le moral des troupes. On est fatigué, on a été mis à contribution euh, au plus qu'on pouvait, aussi bien, enfin, toutes les catégories de personnel, et surtout, on voit pas très bien le bout de la crise entre guillemets, parce que encore une fois, ce que change la crise, c'est que il y a tout d'un coup plus de besoins de santé, quoi. Il y a plus des patients qui arrivent d'une maladie nouvelle, donc il y a besoin de créer plus de lits, ce qui veut dire plus de lits, ce qui veut dire plus de personnel, et le personnel, on n'en a pas, en tout cas, on n'en voit pas plus, quoi, parce que les conditions sont compliquées, parce que les salaires sont bas, parce que donc, ce qu'on voit, c'est qu'on essaye de faire plus avec toujours autant, et que déjà, quand c'était au niveau basal, on avait déjà du mal. Moi, Ce ce qui qui est m'avait fatigant frappé, aussi. c'est… Mm. Mhm.
Ce qui m'avait frappé, c'est les échos des personnels hospitaliers qui disaient finalement, pendant la grande crise du premier confinement, la situation était tellement chaotique, catastrophique que quelque part, les technocrates, l'administration, le poids, c'est lourdingue du management dans l'hôpital public, nous avaient laissé le pouvoir. Et finalement, ils étaient à notre service et nous, les soignants, on avait pu finalement, quelque part, prendre le pouvoir, mais pour l'intérêt général, quoi, parce qu'on savait réorganiser en fonction des besoins. On a beaucoup souffert, enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu, hein. On a beaucoup souffert parce que c'était des heures sup, parce que c'était tout ça, mais on sentait qu'on était soutenus. Et notre grande crainte au moment du confinement, hein, ce qu'ils nous disaient, c'était qu'il y a un retour à l'anormal, et l'apostrophe anormal. Pour autant, juste après, il y a eu le Ségur. Alors, le Ségur, est-ce qu'il a pris en compte ce qui a été remonté du terrain? Je crois que tu connais la Alors, réponse. sur ce côté, d'où vient la décision, ça c'est extrêmement, en effet, important, hein. C'est que nous, enfin, on pense que les décisions doivent venir au plus près du terrain en partant des besoins de santé. C'est-à-dire combien j'ai des patients malades, j'ai des patients qui viennent me voir, combien il faut de personnel pour s'en occuper en fonction de la lourdeur. Enfin, combien il faut est-ce qu'il faut une personne de garde, est-ce qu'il faut avoir tant de matériel, tant de médicaments, etc. On pense que les besoins doivent être identifiés par la base et par le terrain. Et que les moyens doivent être mis en regard des besoins qui sont identifiés par le terrain. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que quand on gère une pénurie, ce qui est le cas pour l'hôpital, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que normalement, à l'hôpital, si vous avez besoin de quelque chose, on va vous dire oui, mais est-ce que vous pouvez me prouver que ça va rapporter de l'argent, entre guillemets, ou ça va pas trop en perdre, ou est-ce que c'est quelque chose de tellement nouveau pour lequel il faut qu'on finance, mais d'habitude, c'est l'inverse qui se passe. Et c'est vrai que pendant la crise, ce qui s'est passé, c'est que on a eu la possibilité d'avoir des moyens mis en regard des besoins. Et c'est ça le retour à la normale qu'on ne souhaite pas, c'est de revenir à une situation où, dans le fond, on va continuer à gérer de la pénurie et ça a été possible parce qu'il y avait des moyens en fait, hein, parce que on n'a pas déjà, il y avait, je pense, pas de contraintes budgétaires hein, sur tout ce qu'on demandait, on l'avait. Et puis surtout, il y avait eu quand c'était disponible, parce que vous manquiez quand c'était disponible, parce que vous manquiez de tout. Vous manquiez de masques, vous manquiez de blouses, de charlotte, tout ce qui était possible d'acheter. Voilà. Même les tuyaux pour les respirateurs. Enfin bref. Bien sûr, il y a eu ces angoisses-là. Mais le point le plus critique, c'était qu'il y a eu accès à du personnel en nombre. Il y a eu des renforts de régions. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dans un élan de solidarité, qui étaient des gens qui avaient quitté l'hôpital, en fait. On entend beaucoup, il n'y a plus d'infirmières, il n'y en a pas de toute façon. En fait, non, il y en avait. Ils sont venus, c'était des infirmières, soit qui étaient des jeunes retraités ou des gens qui étaient partis en libéral, qui étaient partis en clinique, ils sont venus. Donc on a pu déployer en tout cas des moyens de lit, des moyens humains en face de ce qu'on avait besoin. Alors, mais pour qu'il reste durablement à l'hôpital. La situation aujourd'hui, elle est différente. Elle est différente pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'une part, ce qu'on avait fait en mars, c'était qu'on avait interrompu toute l'activité hospitalière hors Covid, quasiment. Il n'y a plus d'opérations, plus de greffes, simplement la prise en charge des urgences les plus vitales. Ça, c'est pas possible de le refaire parce qu'on s'est rendu compte à quel point il y avait eu un risque, probablement des pertes de chance pour des malades. Et donc aujourd'hui, il faut continuer, il faut garder une activité de patients qui n'ont pas le Covid pour faire des diagnostics de cancer, pour continuer à faire des greffes chez des gens qui ont besoin de greffes, etc. Donc ça, c'est consommateur de ressources et ça reste dans les logiques finalement
quelle activité on va privilégier par rapport à une autre, quoi. Est-ce qu'un patient diabétique âgé, combien d'infirmières on va lui donner par rapport à un patient pour lequel il y a une activité? Toute la logique de tarification à l'activité, elle reste comme, puisque on garde une activité, entre guillemets, le plus normale possible. La deuxième chose qui a changé, c'est que on a, on a moins de personnel, quoi. Parce que il n'y a pas de renfort de région et toutes les personnes qui étaient venues dans cet élan de solidarité n'ont pas été recrutées au moment où c'était possible de le faire. Hein, et c'est vrai Ça, qu'en c'est un mars, peu la faute. on aurait pu probablement, justement en prévoyant des plans d'embauche massive ou en augmentant de façon significative des salaires, en garantissant aux professionnels qui sont venus des conditions de travail satisfaisantes, c'est possible on ait pu recruter massivement à l'hôpital. C'est faux de dire qu'il n'y a plus d'infirmières, que c'est très difficile de recruter. C'est très difficile de recruter. Pourquoi? Parce que les conditions sont mauvaises. Pourquoi les conditions sont mauvaises? Parce que on ne prend pas en compte la qualité, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais la qualité de vie au travail, c'est-à-dire les conditions de travail. C'est-à-dire que quand vous êtes une infirmière et vous avez un week-end ou 2 week-ends de libre par mois et que ce week-end-là, on vous dit, ah bah tiens, il y a personne, il faut revenir parce que sinon vous mettez en difficulté vos collègues, ou que vous êtes une infirmière, vous souhaitez travailler de nuit parce que ça vous arrange, on vous met de jour, ou parce que il y a tout ça sont des éléments absolument déterminants pour recruter du personnel. Et le plan principal, c'est ces fameux ratios, c'est-à-dire le nombre de patients qui sont pris en charge par quantité de personnes, médecins, infirmières, personnel technique. Et pour bien soigner, il faut avoir du temps. Et pour avoir du temps, il faut que le métier ne soit pas considéré que comme une série d'actes techniques. Et aujourd'hui, ce qui fait partir les infirmières, ce qui génère de la souffrance, ce qui génère des burn-out et éventuellement parfois des suicides, c'est l'impression de ne pas bien faire son métier. Ouais, C'est-à-dire qu'on on met les professionnels en situation de maltraitance institutionnelle potentielle du fait du manque de temps qu'ils ont, tellement ils ont de personnel. Mais je pense qu'il y a aussi ce sentiment qu'on ne te permet pas de bien faire ton travail. Moi, j'ai souvent entendu. Et puis aussi le sentiment d'être méprisé, parce que votre revendication que vous faisiez déjà, enfin, qui était portée déjà plus d'un an avant la crise du Covid, d'une augmentation et d'une revalorisation salariale de 300 € pour tous les personnels, le Ségur de la santé n'a absolument pas voulu y répondre. Alors que si à ce moment-là, juste dans la foulée de la première vague et du premier confinement, le gouvernement avait reconnu la nécessité de reconnaître et de revaloriser les personnels, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu être moins dans une situation de tension en termes de recrutement du personnel de santé dans nos hôpitaux, non? Tout à fait. Alors, pour revenir sur l'historique de la revendication d'une augmentation de salaire de 300 € des plus bas salaires de l'hôpital, hein, c'est-à-dire on n'a pas demandé de revalorisation, par exemple, des médecins du salaire des médecins hospitaliers. C'était pas du tout un calcul pour savoir quel était le niveau de salaire qui allait générer de l'attractivité. C'était tout simplement pour être à la moyenne de la rémunération des autres infirmières des pays de l'OCDE. Donc c'était pas du tout c'était pas quelque chose de très ambitieux, hein. Et donc moi-même, je suis pas certain que 300 € ça soit entre guillemets suffisant pour générer un choc d'attractivité, surtout dans des grandes villes où le logement est impossible. La demande, c'était vraiment quelque chose de très pragmatique, d'être juste, de considérer que les infirmières sont payées
au même niveau de salaire que dans les autres pays. Et ça, en effet, c'est incompréhensible, mais alors nous, on n'a pas participé, on n'est pas un syndicat, hein, donc on n'a pas participé aux discussions du Ségur sur le pilier 1, c'est-à-dire le pilier qui a réfléchi à cette revalorisation salariale, mais cette augmentation n'a pas été entendue. Ouais. Donc, ils ont proposé 2 fois 90 € en plus, avec initialement ce qui était prévu, c'était une première partie en fin d'année, une deuxième partie en mars 2021. Alors ça, ils ont bien compris qu'il fallait aller plus vite, mais c'est certain que on n'a pas vu le choc d'attractivité qui s'est associé à cette mesure. Parce que bon, après, on peut pas, c'est très bien, hein, je veux dire, on peut pas dire que c'est pas une bonne chose qu'il y ait une revalorisation des salaires. Après, derrière, l'effet de cette revalorisation, on l'a pas vu. C'est-à-dire que c'est pas devenu tout d'un coup facile d'embaucher. Il y a une erreur aussi qui a été faite, c'est de considérer que il suffit de revaloriser les salaires pour générer de l'attractivité à l'hôpital. Encore une fois, nous ne faisons pas un métier comme un autre, on ne fabrique pas des téléphones portables à la chaîne. Le sens de l'engagement des soignants, c'est de soigner. C'est pas, on fait pas, c'est-à-dire, encore une fois, d'avoir l'impression de bien faire notre métier. C'est ça qui génère le plus de souffrance, c'est l'impression de ne pas bien faire. Vous rentrez chez vous, vous dites j'ai pas eu le temps d'aller rassurer Madame Machin qui était angoissée. J'avais promis à la famille de cette personne qui est en train de mourir que je viendrais les voir pour les écouter. Si vous rentrez chez vous, vous n'avez pas eu le temps de faire ça. C'est sûr et certain que vous n'allez pas tenir. On a prévu prochainement une audition des personnels des EHPAD. Et pour eux, c'est exactement la même chose. Ils ont en plus le sentiment qu'on leur impose un chronométrage vraiment pour chaque activité, où on séquence chaque activité qu'ils doivent faire avec leurs patients. Et il y a juste l'essentiel qui est occulté, qui est le rapport humain et qui est fondamental. Être personnel soignant, c'est d'abord et avant tout être dans un rapport humain qui, lui, à chaque fois, est ignoré, méprisé. Je vois que le temps file, on a plein d'autres questions à te poser. Bon, je me souviens très bien quand les parlementaires de la France Insoumise disaient avant la fin du premier confinement, attention, ayons une planification sanitaire parce qu'il y aura une deuxième vague et donc il faut anticiper et prendre l'ensemble des mesures et les planifier dans le temps pour se protéger, à la fois pour essayer d'empêcher la diffusion du virus, la propagation du virus, et à la fois pour être en capacité de remettre les moyens dans l'hôpital public pour qu'ils puissent bien mieux réagir. Ils se sont moqués de nous à ce moment-là. Hein. Franchement, c'était, je me souviens comment le gouvernement, les membres du gouvernement pouvaient se moquer de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il annonçait la deuxième vague. On est dans une situation aujourd'hui catastrophique. On a vraiment le sentiment qu'ils ont finalement tiré aucune leçon du premier confinement et du premier déconfinement. Les aberrations continuent puisqu'ils continuent à fermer des lits d'hôpitaux. Et il y a ce projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est en ce moment débattu à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous, le collectif Interhôpitaux, vous réagissez par rapport à ce projet de loi de finances et ce qui est prévu vous concernant? Nous, on a bien examiné ce projet et je crois que tous les collectifs de partout en France ont tenté d'alerter leurs représentants députés et sénateurs du risque qui était porté par ce projet, parce que en fait, quand on dit on ferme des lits, en gros,
on diminue le personnel, quoi. C'est exactement, Mm. c'est vraiment le corollaire de ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire on n'est pas en capacité d'embaucher. Pour ouvrir un lit d'hôpital, il faut du personnel, quoi. Ça, il s'agit pas juste d'ouvrir un lit et d'ouvrir une porte. Donc Mm. aujourd'hui, le projet de loi de finances là, de la sécurité sociale qui prévoit chaque année la quantité d'argent de la sécurité sociale qui va servir de budget pour l'hôpital public globalement, hein. Mhm. Un budget qui a intégré en effet la mesure de revalorisation salariale du Ségur, qui doit être de l'ordre de 8 milliards d'euros, qui est dit sur tous les plateaux, comme si ça allait réenchanter l'hôpital et régler tous les problèmes. Néanmoins, une fois financée cette mesure et l'argent qui est donné spécifiquement pour le Covid, la logique n'a pas changé. C'est-à-dire que la logique aujourd'hui du financement de l'hôpital, je pense que c'est assez important que les gens savent comment financer un hôpital. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Hein, ça veut dire, c'est tout l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, le care, le prendre Mm. soin, etc. C'est pas ça. Ce qu'on finance, c'est des séjours. C'est-à-dire, vous venez, une chimiothérapie pour un cancer, il y a un prix. Une opération de l'appendicite, il y a un prix. Donc l'hôpital va être encouragé à avoir le plus possible d'activités, le plus technique possible, c'est-à-dire des activités qui nécessitent le moins de personnel, qui est bien rodé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Et comme tous les hôpitaux, du coup, augmentent leur activité, les prix diminuent. En gros, c'est ça ce qui se passe. C'est pour ça qu'on était à l'os avant la crise. La logique n'a pas changé en fait. Le Mhm. Ségur, il y a des discussions pour essayer de voir comment on peut sortir du Ségur, programmer des expérimentations, enfin tout un tas de vœux totalement pieux, mais il n'y a pas de changement de logique, et voire même on introduit la tarification à l'activité dans le seul secteur qui en était épargné, c'est la psychiatrie. Il y a Oui, la psychiatrie parisienne, ils sont PLFSS en train d'intégrer prévoit cette de, là. Mm. de financer une partie de leur activité à la T2A et les soins de Mm. suite qui aussi étaient épargnés, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de changement de logique et on voit que il y a à nouveau des économies qui sont prévues sur l'hôpital. Alors, c'est difficile à Oui, 2 comprendre. milliards d'euros. 2 milliards d'euros sont prévus en baisse. Mm. C'est difficile à comprendre parce que, en gros, la quantité d'argent qu'on coûte augmente chaque année. Mm. Pourquoi? Parce que on prend de plus en plus de patients en charge, parce que les gens sont plus vieux, parce que les soins sont plus lourds, on va plus loin. La médecine coûte chaque année, hospitalière, entre 4 et 5% de plus chaque année. Je parle pas du tout du Covid. Donc, Mm. et le budget qui est prévu chaque année, c'est plutôt une augmentation entre 2 et 2,5%. Mm. Hein, et donc, ce qui est difficile à comprendre, c'est que le gouvernement dit on met de l'argent en plus, mais en fait, ils mettent de l'argent en plus, pas suffisamment par rapport à ce qu'on coûte, entre guillemets. Donc, en fait, on génère chaque année du déficit. On génère chaque année, on sait que depuis 10 ans, chaque année, on vote à peu près 800 millions, 1 milliard de moins ce que l'hôpital coûte. Et les Et on peut hôpitaux, dire, oui. est-ce qu'on peut dire que par exemple, voilà, chaque année, la médecine nous coûterait 4% de plus, mais que le Hmm. budget il n'augmente que de 2 à 2,5%. Donc Exactement. chaque année, il s'endette. Et donc, du coup, c'est pour ça que chaque année, il court à rembourser les dettes et donc à fermer les lits d'hôpitaux, fermer les services ou fermer des hôpitaux. Et parce que les hôpitaux s'endettent en plus, alors ça, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, mais les hôpitaux publics s'endettent sur les marchés. C'est-à-dire que vous imaginez un commissariat qui serait déficitaire, il devrait appeler la banque
pour avoir un prêt pour payer des munitions et des... Ça, c'est l'hôpital public, quand il est endetté, il appelle la banque. Et certains hôpitaux ont contracté des emprunts avec des emprunts dits toxiques, hein, avec des taux d'intérêt variables, façon surendettés en fait. Et ça aussi, c'est quand même assez étonnant de voir qu'on propose la reprise de la dette des hôpitaux comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est évidemment de la dette publique. Enfin, Ah oui. l'hôpital public, c'est une mission de service public. Enfin, ça va pas changer la logique du système, quoi. Mais Donc ce l'Ondam système est aberrant. 2021, Il faudrait non seulement, enfin nous, ce qu'on défend dans le programme L'Avenir en commun, c'est déjà évidemment rupture avec la tarification à l'activité pour que justement on change de logique, comme tu le dis si bien. Mais c'est aberrant qu'un hôpital ait besoin d'emprunter sur les marchés privés. C'est à l'État de le financer. Ça ne devrait pas exister d'aller chercher à la banque de quoi investir dans l'hôpital public. C'est une aberration totale. c'est difficile à comprendre. Ouais, ouais, à reconnaître et ouais. Mm. Alors, qu'est-ce Voilà. que Donc oui, nous, on est là, le texte est en ce moment en discussion au Sénat. Et donc, il va probablement retourner. Les députés de la majorité l'ont adopté, hein, tel quel. Du coup, nous, on continue à essayer d'alerter sur les dangers que représente ce nouveau PLFSS, quoi, et que ce n'est pas acceptable de voir qu'on va retourner exactement comme avant. Sans même parler de la crise sanitaire, hein. Encore une fois, c'est pas... oui, dans le contre-budget des parlementaires insoumis, eux demandent au moins 10 milliards supplémentaires, indépendamment des surcoûts liés à la pandémie, pour pouvoir renflouer l'hôpital public, quoi, hein. Mais c'est vrai qu'on voit bien cette logique-là où, comme tu l'expliques, ce qu'on n'accepterait pas pour un commissariat, on l'accepte pour un hôpital. Donc, du coup, la direction de la PHP, elle court à chercher les économies. Moi, comme tu le sais, je suis depuis au moins 2013, même avant, je crois, très impliquée dans la lutte contre la fermeture de l'Hôtel Dieu. Parce que c'est à Paris, pour nous, un hôpital assez symbolique, hein, qui est au centre de Paris, donc, et qui est historique. C'est le plus ancien hôpital de France, mais qui par ailleurs a bénéficié de travaux. Donc, on a vraiment des plateaux techniques tout à fait opérationnels, hein. Et ils avaient déjà voulu le privatiser, enfin le fermer en 2013. Il y avait la mobilisation qui avait permis d'empêcher cela. Je me souviens à l'époque des municipales de 2014, tous les candidats étaient pour soutenir l'Hôtel Dieu. Et puis là, la semaine dernière, la direction de la PHP a annoncé qu'elle fermait les urgences pour dispatcher le personnel dans les autres services, dans les autres hôpitaux. Et ça a été d'une violence en fait très forte pour les personnels qui sont attachés à leur hôpital et qui savent que si on les dispatche comme ça se trouve, ce sera dans une logique stratégie du choc, pour reprendre l'expression de Naomi Klein, c'est-à-dire que ça va être genre on profite de la crise de la deuxième vague, on ferme les urgences, on dispatche le personnel, puis en fait on les réouvre pas par la suite. Et donc le personnel a très peur qu'ils profitent de cela et eux, ils se sont engagés pour travailler dans les urgences de l'Hôtel Dieu, pas pour être dispatchés dans n'importe quel autre service. Donc c'est aussi un mépris de ce qu'ils sont en fait, de leur métier. Et puis les médecins là-bas se disent, bah tiens, notre hôpital, on pourrait au contraire faire en sorte qu'ils puissent soit désengorger les autres hôpitaux en accueillant les patients Covid qui n'ont pas besoin de services de réanimation. Enfin ça c'est en débat, parce que souvent je crois qu'il y a d'autres spécialistes qui me disent que ça peut être tellement rapide le moment où tu bascules, où le patient bascule, donc ça peut être risqué. Bon. Mais sinon, ça peut être aussi un hôpital qui pourrait accueillir les patients non Covid pour les cas non vitaux, puisqu'il y a le plateau technique, il y a plein de potentialités. Et juste dernière chose sur l'Hôtel Dieu, là où on est vraiment très, très en colère, c'est qu'en plus, on sait quel projet il y a derrière. Il y a une volonté de privatiser un tiers de l'Hôtel Dieu. Donc, il y a un projet qui s'appelle revalorisation, où la direction de la PHP et la ville de Paris se sont mis d'accord pour brader à Novaxia, donc un espèce de gros groupe immobilier, voilà, qui avait déjà
gérer la transformation de la Poste du Louvre en centre commercial, quoi. Hein. Et ils vont en faire à la fois du logement étudiant, ça pourquoi pas, hein, parce qu'il y a un vrai problème de logement étudiant pour les étudiants en médecine, les étudiants en soins infirmiers, donc voilà. Mais aussi des startups de santé. Donc là, on se demande c'est quoi ce truc. Et puis aussi des commerces et un restaurant gastronomique. Et donc là, on voit vraiment le projet aberrant, mais on est en plein sur l'île de la Cité, attractivité touristique, et hop, comment casser cet hôpital dans la logique spéculative. Je dirais pas du moment, parce que même du moment, c'est aberrant, parce que quand on voit le tourisme qui s'effondre, la privatisation, la transformation de l'Hôtel Dieu en hôtel de luxe à Lyon est une catastrophe, hein, parce que le truc, il est fermé, donc du coup, les opérateurs, ils en veulent plus, donc ils vont devoir réinventer un autre projet sur cet hôpital. Mais est-ce que toi, tu vois ces logiques-là dans la PHP ou dans les hôpitaux un peu partout en France, quoi? C'est logique de… On fait croire que c'est momentané, puis en fait, après, ça va être pérenne, quoi, non? Nos Oui, craintes sont avérées, quoi. sur la situation particulière de l'Hôtel Dieu, j'ai pas beaucoup d'informations, mais pour moi, c'est totalement, c'est symbolique de ce qui se passe dans tous les services probablement de France. C'est-à-dire on, on gère une pénurie, on prend du personnel à un endroit pour le mettre à un autre. Euh, En mars sur la base du volontariat, aujourd'hui sur la base de j'ai besoin un peu plus à tel endroit, donc vous venez à tel autre, quoi. C'est plus contraignant, hein. On voit qu'il y a, et ça aussi en effet en effet ça génère de la souffrance parce que les gens ne sont pas forcément engagés pour aller à tel endroit ou à tel autre. C'est pas, enfin, on n'est pas Des pions. des pions, quoi, des marchandises. Donc en effet ça ça génère beaucoup de difficultés, mais c'est vrai que bah, dans les services de l'hôpital où je travaille, on a pris des infirmières pour aller les mettre dans des unités Covid, puisque comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas plus nombreux, quoi. Ouais. On n'est pas plus nombreux. Et avant la crise, hein, je rappelle qu'il manquait quasiment 1000 infirmières de postes vacants, hein, c'est-à-dire de gens qui Ouais. ne sont C'est pas énorme. recrutés. Il manquait 1000 postes vacants dans les hôpitaux. Il y a déjà des unités, des unités entières qui étaient fermées, hein, à l'hôpital Bichat, à l'hôpital Robert Debré. Et donc il y a une logique de toute façon de pénurie. Hein, et cette logique-là, elle s'accompagne évidemment de la fermeture de lits, de la fermeture d'hôpitaux. Hein. Il y a des grands projets encore en France de fermeture d'hôpitaux dont on ne sait pas trop où ils en sont, mais le projet de l'hôpital Nord, le projet du nouveau Lariboisière, le projet il y a on est dans une logique plutôt de réduire l'offre de soins, et ça se fait évidemment au détriment, tant on est dans la même logique financière, ça se fait au détriment des activités dites pas rentables, quoi, c'est-à-dire les plus précaires, les plus malades, les plus âgés, les plus dépendants, et ça, on n'a pas du tout l'impression que ça va changer, hein. Oui, ils sont dans une logique à chaque fois de réorganisation en faisant des très grands regroupements hospitaliers de territoire avec une hyper spécialisation, mais qui du coup fait que les problèmes de la médecine du quotidien, en fait, de la médecine de proximité passent à l'as. Euh, alors que je crois que, enfin, vous défendez, et pour nous c'est important, l'idée d'hôpital de proximité qui travaille beaucoup plus aussi avec la médecine de ville, mais qui est capable d'accueillir tout le monde, quoi. Hein. Oui, oui, bah, c'est important de déterminer les besoins de santé, quoi. C'est-à-dire de quoi les gens, enfin, la mission de l'hôpital, c'est de soigner les gens, hein. C'est pas Hum. de faire de la technologie. Donc, important Comme de ça en soi. déterminer de quels sont les besoins de santé et de mettre en face ce Partir dont des on a besoins. besoin pour couvrir ces besoins. En fait, c'est quand même assez basique, hein, comme Hum. élément de réflexion. Donc, en Ouais. effet, on sait que la population française vieillit. Le vieillissement est associé à un certain nombre de pathologies dont certaines sont très lourdes. C'est associé à des pertes d'autonomie. Il faut mettre en face
de quoi prendre en charge ces patients qui sont là et qui vont arriver. Et c'est vrai que si on Or, diminue les le nombre… services de gériatrie qui ont subi les réorganisations hospitalières Bien sur sûr, Paris notamment. parce que comme Parce que par ça rapporte. hasard, c'est des services où la lourdeur des soins, enfin, c'est pareil, j'aime pas trop ce mot, mais en gros, il y a besoin d'avoir beaucoup d'infirmières par patient. Il y a besoin d'avoir beaucoup d'aides-soignants par patient. Il y a besoin de, et ça, c'est des séjours qui sont assez longs, qui sont coûteux, etc. Et ils sont pas bien pris en compte par la tarification à l'activité, parce que c'est pas un geste technique facile à, à évaluer dans ce que ça coûte. C'est très hétérogène entre chaque séjour. Donc ça, c'est typiquement le genre de séjour qui, entre guillemets, coûte cher à l'hôpital, quoi. Tant qu'on Mais est dans d'ailleurs, cette logique. sur les personnes âgées, c'est vraiment inquiétant parce que non seulement c'est les services de gériatrie qui payent le plus cher tribut des politiques austéritaires au niveau de l'assistance publique hôpitaux de Paris sur Paris. On voit que du coup, par ailleurs, dans les EHPAD, l'accompagnement médicalisé, bon, on est quand même beaucoup plus sur des EHPAD privés que sur des EHPAD publics. Hein, le ratio est vraiment très déséquilibré. Et en plus, j'ai vu dernièrement qu'au niveau de, comment on appelle ça, l'HD, attendez, l'hospitalisation à domicile, je ne sais plus quel est HAD. le HAD, hospitalisation à domicile, tout simplement. J'étais en train de chercher le A, alors que voilà. Sur l'hospitalisation à domicile, l'assistance publique de Paris a passé un contrat avec le grand groupe Corian, Corian qui gagne des dividendes pour ses actionnaires en bourse, hein, qui est un grand groupe qui gère des EHPAD, donc on voit le business qui est derrière. Et donc, l'hospitalisation à domicile de la PHP va mettre à disposition des EHPAD privés des infirmières qui vont travailler dans les EHPAD privés, alors que les EHPAD publics, par ailleurs, en manquent, alors que l'hôpital public manque de personnel au niveau de ses services gériatriques. Enfin, on voit vraiment toute la bascule libérale qui fait que le privé remporte la mise à chaque fois, quoi. Bah oui, puisque les besoins, comme on disait, si les besoins ne sont pas couverts par le Mmh. service public, ils vont être privatisés, quoi. Enfin, ça veut dire que les gens vont continuer à être malades, hein. Donc, Mmh. ce que ça va générer, tout ça, c'est de l'inéquité d'accès aux Mmh. soins, hein. Et en effet, le monde de la gériatrie long séjour est un bon exemple de comment cette mission de service public a déjà été pas mal privatisée, hein. La plupart des EHPAD sont privés. Et Et je trouve que c'est un bon exemple de montrer aussi comment le marché de la santé n'est pas comment quand vous privatisez, quand vous libéralisez, quand vous faites augmenter énormément les prix, puisque si vous êtes malade, vous allez la personne qui va vous proposer un service peut mettre le prix quasiment qu'il souhaite. Donc c'est ce qu'on voit dans tous les pays où la médecine se privatise, ce que ça coûte à la communauté, on va dire, est extrêmement important. L'exemple typique, c'est les États-Unis, où il y a énormément d'inégalités de santé, mais par contre, ils consacrent quasiment 20% de leur PIB sur des dépenses de santé. En fait, en fait, on bascule d'une dépense publique à une dépense privée. Et donc, en fait, mais on fait au monter nom les de ne prix. faut pas aggraver la dette Hum, publique, on hum, aggrave la dette privée. Je veux dire, là, la mesure qu'ils viennent hum, de prendre sur les urgences, de faire payer les urgences pour tout un tas de hum, personnes, c'est scandaleux d'un point de vue symbolique, quoi. hum. Oui, on n'a pas parlé de cette mesure, mais c'est vrai que c'est complètement, C'est d'un cynisme absolu, quoi. c'est assez cynique, quoi. Ben, on arrive à la fin de notre temps pour, si tu voulais résumer les revendications, propositions du collectif Interhôpitaux, moi j'ai retenu quelque chose qui me semblait très fort dans ce que tu disais, qui était il faut qu'enfin on parte des besoins.
Et donc, on arrête la logique de la tarification à l'activité et que c'est en fonction des besoins qui sont évalués par justement les acteurs de santé, les professionnels de santé dans l'hôpital public, qu'on définisse enfin les moyens qu'il faut mettre pour y répondre et que ça serait la priorité à faire. Si tu veux préciser, compléter en guise de… Bah, Je nous, te laisse la on est conclusion. très constant sur nos constats et nos revendications, hein. On a 4 motions fondatrices du Mmh. collectif. C'est en effet changer la logique du financement de l'hôpital, arrêter la tarification majoritaire à l'activité, hein, on en a parlé. Mmh. Évidemment, changer la logique de financement, ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi mettre le budget qu'il faut, c'est-à-dire en effet partir de Ouais. l'évaluation des besoins de santé pour que les moyens soient mis en rapport, parce que vous pouvez gérer Bah oui. l'organisation Mmh. du financement, s'il est sous-financé, de toute façon, ce ne sera pas… Donc, Mmh. changer la logique, mettre les moyens en face des besoins, changer le mode de gouvernance des hôpitaux et notamment faire entrer plus de soignants et plus d'usagers, enfin en tout cas De patients, de hein, de personnes, de représentants patients d'associations. dans, Mmh. dans les stratégies de gouvernance des hôpitaux parce que c'est une des façons justement de dire qu'on va prendre en compte les besoins de santé et non pas juste des logiques C'est toujours la démocratie qui voilà, défend l'intérêt général. exactement. Mmh. On demande toujours une revalorisation salariale des plus bas salaires, suffisamment pour que les métiers redeviennent attractifs, quoi. Vous savez qu'en école Mmh. d'aide-soignante, les gens ne s'inscrivent même plus en école d'aide-soignante. Les métiers sont tellement plus attractifs Mmh. que il faut absolument qu'on retrouve de l'attractivité, qu'il faut qu'on puisse embaucher, quoi. Donc, Mmh. et ça, on demande aussi de réouvrir des lits suffisamment pour pouvoir couvrir le besoin. Et ça, c'est étonnant, hein, presque, mais c'est ce qu'on demandait il y a plus d'un an, hein, je veux dire, Covid ou pas Covid, quoi. Mmh. C'est, euh, on a alerté sur le risque de ne pas nous écouter et j'ai presque Mmh. l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on voit on voit Ce qu'on décrivait comme ce qu'on potentiel. décrivait comme risque, quoi. Enfin, Tout c'est à terrible. fait. Mm, mm, Ben, Étienne, vraiment un grand merci mm. à toi. J'espère que pour tous celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, eh bien, vous avez, comme moi, appris plein de choses et que c'était vraiment intéressant, passionnant. Et puis, j'espère que ça va surtout alimenter la détermination de chaque citoyen, citoyenne que nous sommes. Eh bien, qu'il faut absolument défendre l'hôpital public, qu'il faut absolument aussi se débarrasser de Macron et de la Macronie, de cette politique-là libérale, pour enfin défendre l'intérêt général. C'est notre santé à toutes et tous. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Étienne. Et après toi, la semaine prochaine, je pense on va aussi auditionner dans la foulée des des personnels de santé qui travaillent dans les EHPAD, parce que justement, on a commencé à aborder avec toi, Étienne, la problématique des personnes âgées, et ça en dit long sur notre société. Merci beaucoup, Étienne. Très bonne journée Merci. à toi et bon courage et toute notre solidarité avec les personnels de santé. On continue la bataille. Merci.